Rouge. Bien, bonsoir. Désolé des petits retards dus à des problèmes techniques qui sont enfin résolus, on espère. Et donc, on va commencer tout de suite cette émission au sujet de la LPR, c'est une table ronde qui est organisée par l'Appel des 34. Et on prend 2 secondes pour vous présenter d'abord l'Appel des 34. Et ça sera Catherine Bonandrea, qui est chercheure au CNRS, qui s'occupe de ça. Oui, donc cette table ronde est organisée à l'initiative de l'Appel des 34. C'est un rassemblement donc, qui a été initié récemment avec des citoyens qui sont issus du monde associatif, syndical, de la culture et des forces de gauche et écologiques. Citoyens qui sont prêts à s'engager donc, pour porter une autre politique et éviter, entre autres, la casse de nos services publics. Et c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Et dans le cas qui nous rassemble aujourd'hui, là, avec le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021-2030. Donc, cette loi de programmation LPR, dont la ministre Frédérique Vidal affirme qu'il est construit au plus près des préoccupations de la communauté scientifique. Et c'est ce que nous allons voir. Bon, il faut préciser que ce projet de loi a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 24 septembre dernier, en moins de 3 jours, c'est-à-dire vraiment en accéléré, avec sur les 577 députés de notre Assemblée, seulement 68 députés présents dans l'hémicycle, 48 ont voté pour, 20 contre. Et il est actuellement donc examiné au Sénat. Donc voilà, je pense que je vais laisser présenter donc les... On va donc faire un tour de table pour que chacun des invités se présente. On commence par toi, Yann. Donc Yann Lered, donc je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Je suis en sciences de la Terre, je suis au Océanographe plus précisément. Voilà, que dire, je suis syndiqué au SNESUP FSU, je suis à la commission administrative nationale et j'ai des mandats locaux, notamment au conseil d'administration de l'Université de Montpellier. Voilà. Voilà, bonsoir, donc, je suis Patrick Lemaire, donc, moi je suis chercheur au CNRS, je suis embryologiste de petites bêtes marines aussi, et je suis aussi président de la Société française de biologie du développement, et j'œuvre avec un certain nombre d'autres responsables de sociétés savantes pour essayer de fédérer les sociétés savantes. Voilà, mais je parle à titre personnel ce soir. Bien. Donc Marc Lenormand, je suis enseignant-chercheur, je suis maître de conférence en études anglophones à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Bon, je suis par ailleurs syndicaliste à Sud Éducation, mais je ne suis pas là ce soir mandaté par mon organisation syndicale, donc je parlerai en mon nom propre. Oui, bonsoir. Donc, je suis Jannick Guiramant, je suis chercheuse au CNRS. Je suis secrétaire nationale du syndicat Sud Recherche EPST. Alors, EPST, ça veut dire quoi? Ça veut dire établissement public à caractère scientifique et technologique. On y reviendra après. Donc, parmi les EPST, il y a le CNRS, l'INSERM, l'IRD, l'INRAE. Et donc, moi, je siège dans différentes instances. Je siège au CNESER, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je siège aussi au comité technique ministériel. Et dans ces 2 instances, le projet de loi nous a été présenté. Donc, et voilà. Et je siège aussi au conseil d'administration du CNRS. Donc, la dernière intervenante, ça sera Josiane Tac, qui était malheureusement à Paris et donc qui est présente en visio, si ça marche. Josiane, c'est à toi. Oui, vous m'entendez? Oui, vas-y. J'ai un gros problème, c'est que je vous entends quasiment pas. Vous parlez pas assez fort pour moi, je suis désolée. Donc, Oui, on va essayer de parler plus fort. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que là, on a démarré l'émission. ok. Josiane Tac, secrétaire générale du SNTRS-CGT, c'est-à-dire la CGT de la recherche publique, pour faire simple. J'ai comme mandat, je suis au conseil d'administration du CNRS. Je suis également au comité technique du CNRS et au comité technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Et voilà, dans le cadre de tous ces mandats, j'ai fait partie des personnes qui ont été amenées dans des discussions avec le ministère sur la loi de programmation de la recherche. Très bien, merci. Donc on va pouvoir commencer la discussion. On avait pensé en coordination avec les invités qu'il serait utile de commencer par un petit rappel de où on vient, d'où on vient, de faire un bilan un peu de ce qu'on a connu comme système de recherche et d'enseignement supérieur et vers quoi on va. Ça sera le sujet de la discussion qui suivra. Donc on peut commencer par le bilan. Et Jannick, tu voulais introduire ? Oui, donc alors la recherche publique française, elle est réalisée dans des unités de recherche et elle est structurée au niveau national avec des établissements publics nationaux de recherche et dans les régions avec les universités qui travaillent en synergie. Les structures travaillent, on va dire, de main dans la main avec les établissements publics nationaux. Ils ont donc une vision plus nationale de la recherche et les universités donc, sont là pour permettre le lien entre la recherche et l'enseignement supérieur et avoir une implantation plus régionale de la recherche et de l'enseignement. Ce qui fait la force du système français, c'est que c'est un système public avec du personnel qui a un statut de fonctionnaire. Alors pourquoi ça c'est important ? C'est important parce que la recherche publique et l'enseignement supérieur a besoin de temps pour être réalisée. Elle a besoin aussi d'indépendance. Elle doit être indépendante des lobbies, que ce soit des lobbies financiers, des lobbies privés, et donc même à la limite des lobbies associatifs. Donc la recherche publique, elle a besoin d'être indépendante. Et pour être indépendante, elle a besoin d'avoir du financement qui soit du financement public, qui vienne de l'État, du financement qui soit pérenne, qui permette de travailler d'une année sur l'autre, qui permette de se projeter dans la durée, parce qu'un programme de recherche, c'est long. Ça ne va pas forcément là où on l'attend, toujours. Donc ça nécessite finalement une organisation. Et dans le système français, cette organisation, elle prenait du sens et elle avait comme fondement le statut de fonctionnaire et un financement public pérenne. Et ce qu'on va voir au travers de la LPR, c'est qu'on va s'attaquer à ces fondements. Alors l'attaque contre ces fondements, elle a déjà commencé il y a quelques années. Mais ce que va faire la LPR, c'est qu'elle va approfondir ces attaques. La situation actuelle qu'il faut quand même mettre en avant et qui est reconnue par l'ensemble de la communauté, c'est qu'on est dans une situation où il y a de moins en moins de financement pour assurer la recherche et de plus en plus de précarité. On a dans l'enseignement supérieur et la recherche environ 40% de personnel contractuel et on ne compte pas là-dedans le nombre de vacataires qui enseignent dans les universités, qui se comptent par dizaines de milliers. Donc le secteur actuellement est dans une situation qui est une situation de crise grave. Malgré tout, la qualité de la recherche française, elle est reconnue internationalement, ce qui prouve bien que le système qui était en place, malgré le peu de moyens, il est efficace. Et ce que veut faire la LPR, c'est casser ce système avec une idéologie derrière, qui est une idéologie qui va nous entraîner vers, on va dire, une marchandisation. Enfin, et donc je vais laisser la parole peut-être aux autres pour continuer sur... Oui, je pense que c'est important de voir que la LPR, c'est quand même une suite de plusieurs années de dégradation de la situation. Ce qui a vraiment marqué l'université, en particulier, c'est la dernière loi gravissime, ça a été la LRU, il y a 12 ans maintenant, qui avait pour principe, en fait, on a également l'appelé la loi d'autonomie des universités. Ça a été exactement le même principe que pour les hôpitaux,
pour diminuer le budget global, on a confié à chaque université son budget propre et à charge à chaque université de financer non seulement l'enseignement, mais aussi les projets de recherche, mais aussi la masse salariale. En réalité, une université comme Paul Valéry ou comme l'Université de Montpellier, 80% du budget, c'est la masse salariale. Et donc, il y a très peu de latitude à côté pour financer de l'enseignement de qualité, de la recherche de qualité. Ça a été vraiment le début de la problématique. Les universités, pour réagir à ça, comment elles ont procédé? Eh bien, elles ont, au fur et à mesure, passé leur emploi de permanent en emploi précaire. Ça coûte beaucoup moins cher de payer des vacataires, de payer des doctorants pour enseigner que d'avoir des professeurs avec des salaires de permanents. Et on est arrivé, dans le cas des universités, à avoir des universités comme Paul Valéry, en particulier, je pense que c'est pire que nous, tu pourras en parler, où il y a des formations entières qui sont assurées par des doctorants et forcément une dégradation de l'enseignement public. Voilà. La LPR, c'est la suite en fait. Hein. C'est la suite de la LRU. C'est une possibilité qui est offerte aux EPST, mais aussi aux universités, d'encore plus employer de précaires, de contrats à durée déterminée, avec, on en parlera, la mise en place de contrats spécifiques. Voilà, on verra ça peut-être un tout petit peu plus tard. Josiane, tu veux rajouter un mot? Oui, c'est un exercice compliqué pour moi. Ouais. Je vais intervenir pour compléter ce qui a été dit. Moi, je pense que ce qui nous arrive là, c'est un recul. On est parti 40 ans en arrière. Hein, 40 ans en arrière, avec il y a 40 ans, dans les organismes de recherche, il est arrivé le statut de fonctionnaire pour les chercheurs et les personnels de la recherche. Et donc là, on est 40 ans en arrière et on est en train d'avoir une perte du statut pour ces personnels. Il faut le dire tel qu'il est, hein, parce que en fait, la loi de programmation de la recherche, elle a fini de détricoter ce qui avait été fait. Et elle propose à travers les CDI de mission scientifique et à travers les recrutements de type tenure track et à travers les CDD de projets qui ont été portés par la loi de transformation de la fonction publique, elle donne tous les outils qui vont bien pour recruter en lieu et place de personnel statutaire, des personnels en situation de précarité et dont la précarité pourra être à renouveler à l'infini au cours du temps sans avoir seulement à être CDIsé. Donc en fait, quand on parle de la recherche sur le temps long, pour faire de la recherche sur le temps long, certes, il faut des crédits récurrents, mais il faut aussi des personnels stables sur le temps long. Et ça, c'est complètement remis en cause. Et dans les années 80, quand les chercheurs avaient obtenu ce statut, un des arguments pour obtenir le statut de fonctionnaire était celui justement de la pérennité de l'emploi pour pouvoir être libre et se consacrer pleinement à ses recherches sans être en permanence sur la sellette et pouvoir ne plus avoir d'emploi. Donc voilà, on est quand les gens qui nous gouvernent nous expliquent que en fait c'est le progrès, en fait c'est effectivement quelque chose de complètement une régression totale. Oui, peut-être juste pour poursuivre, parce qu'on a fait un peu le bilan sur avant et maintenant, et je pense que dire pour ce qui est de l'université, le modèle de l'université publique française tel qu'il s'était développé, c'était une université qui reposait sur plusieurs principes, qui était un principe de maillage territorial des universités sur l'ensemble du territoire, d'un accès de droit des étudiants et des étudiantes à la formation de leur choix
sur la base de l'accès ou de l'obtention du diplôme universitaire nécessaire, de personnel titulaire, et enfin d'une articulation très forte entre recherche et enseignement. Et donc de diplômes nationaux. Et donc, un ensemble de principes garantissant une égalité territoriale, une égalité d'accès et une qualité de la formation. Et c'est effectivement tout ça qui est en train d'être détricoté. Ce qui fait que du point de vue de l'université publique, la LPR, comme ça a été évoqué, elle prend sens par rapport à toute une série de réformes. C'est-à-dire que je pense que peut-être que pour les organismes de recherche, elle arrive comme effectivement quelque chose d'assez, un choc relativement brutal. Pour les universités, elle vient s'appuyer et vient compléter effectivement la LRU, mais vient compléter également d'autres dispositifs. Elle s'articule également, y compris à la loi ORE, à la fin de l'orientation choisie pour les étudiants et les étudiantes. Et elle s'articule également à des modifications telles que les modifications qui ne sont même pas des modifications pédagogiques, hein, mais des modifications des conditions d'enseignement. Là, le contexte dans lequel on intervient, je pense que ça se voit avec les masques que nous portons tous et toutes ce soir, c'est celui d'une crise sanitaire qui a été mise à profit par le gouvernement, non seulement pour passer en force sur la LPR, la loi de programmation de la recherche dont nous parlons ce soir, mais également pour mettre en œuvre une transition rapide vers l'enseignement numérique et la numérisation de l'enseignement. Donc en fait, il y a des transformations, on va dire, structurelles extrêmement profondes qui affectent l'université publique et la recherche publique sur le volet recherche, sur le volet enseignement et également sur les volants financement et emploi dont nous avons commencé à discuter ce soir. Très bien, on ne va peut-être pas s'attarder sur ce tour d'horizon parce que je pense que c'est une opinion très partagée et qu'en France, l'université et la recherche vont mal, ou au moins ne vont pas très bien, ça va dépendre du discours, mais il y a un relatif consensus sur ce triste constat. Et alors, pour pallier à ça, la ministre nous a proposé une belle loi de programmation pour nous arranger un futur radieux. Et elle a prétendu, dans tout ce contexte, mener des concertations. Donc peut-être qu'on peut avoir quelques mots sur la manière dont s'est déroulée cette concertation et sur le projet de loi tel qu'il est par rapport aux attentes de la communauté scientifique. Et peut-être que Patrick, tu peux prendre la parole sur ça ? Je peux pas tellement prendre la parole sur la concertation parce que j'étais quand même assez peu impliqué de manière officielle en tout cas. Pour ce qui est de oui, il faut que je parle plus fort, pardon. Pour ce qui est de ce que l'on attend, la France, en 2001, je pense, a signé un accord international dans un congrès européen de Lisbonne qui disait qu'elle s'engageait à dépenser 3% de son PIB pour la recherche et le développement public et privé et 1% de son PIB pour la recherche publique, donc ce dont on parle plus particulièrement ce soir. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu un serpent de mer. Donc la date limite était 2010, on est en 2020 et on doit être aux alentours de 0,75, 0,78%, alors que d'autres pays ont tout à fait atteint la cible de 1%. Donc cette loi, si on se base strictement une loi de programmation budgétaire, on pouvait décemment attendre à ce qu'elle nous amène à 1% du PIB à la fin de sa programmation. Et ce n'est pas du tout le cas. Actuellement, ça amènera peut-être à 0,80 par rapport à 0,75, mais c'est un petit peu tout, et ça dépendra de l'inflation. Oui, et puis il faut dire aussi que c'est sur une programmation de 10 ans. Une programmation de 10 ans, et dans l'année qui vient, donc, on a simplement 400 millions de prévus, si je me souviens bien, hein. Et les plus gros financements sont à partir de 2028, 2029, 2030. C'est-à-dire qu'en fait, ce gouvernement s'engage pour 2 ans, même pas, et qu'après, on verra s'il y a une alternance politique derrière, comment ça se passera, on ne sait pas. Donc, je ne sais pas si tu veux... Oui, moi je voulais rebondir sur ce dont tu as parlé, Patrick, sur la fameuse stratégie de Lisbonne, qui est aussi connue sous le nom de processus de Bologne, qui inscrit clairement l'ESR, l'enseignement supérieur et la recherche, dans l'économie de marché. D'accord ? C'est ce qu'il faut véritablement intégrer, que ce soit la recherche ou que ce soit l'enseignement supérieur, elle doit répondre au marché. Au niveau de la recherche, ça veut dire que la recherche doit être menée sur projet et financée
non pas de façon pérenne, mais pour répondre très directement aux besoins de l'économie des pays. Donc c'est pour ça que ce qui nous est proposé depuis plusieurs années, mais encore plus dans la LPR, c'est augmenter les crédits incitatifs sur projet. Ça, c'est du côté recherche, mais du côté enseignement, on a exactement la même chose. Il faut que les diplômes amènent des connaissances, des compétences, des savoir-faire, bref, un capital humain, pour reprendre leurs mots, à nos étudiants. Il faut que les étudiants soient employables sur le marché de l'emploi. Et c'est tout ça qui est en train d'être transformé de façon en profondeur. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la LPR, ce n'est pas une petite loi. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une idéologie pour développer le marché de l'enseignement supérieur et de la recherche. Est-ce que je peux juste rebondir là-dessus? Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. On nous force à ce que nos étudiants, finalement, aient quelque chose qui est employable. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée? Je veux dire que les gens qui nous écoutent se disent, bon, peut-être qu'ils ont mon âge, peut-être qu'ils ont des enfants qui sont étudiants, et ils se disent, mais finalement, oui, peut-être que finalement, ils font des études pour avoir un métier après. Je veux bien répondre à ça, parce que effectivement, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est vraiment notre quotidien. Moi, je suis enseignant en sciences de la Terre, donc on forme des étudiants qui, pour partie, vont travailler chez Total, qui vont travailler chez Schlumberger. Donc, en termes d'employabilité, je n'ai pas de souci pour en parler. Par contre, moi, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est mon devoir que ces étudiants aient un sens critique développé, que ce soit des citoyens, qu'ils aient un bagage technique, clairement, mais qu'ils soient capables aussi de développer tout un sens, une réflexion, pour être des cadres responsables de demain et pas des simples exécutants de leur patron. Ça me paraît extrêmement important. Et puis, donc moi, je suis en sciences, mais je pense que tu pourras compléter en sciences humaines et langues. L'employabilité, ce n'est pas forcément la première... ce qu'on recherche en premier, mais on a ça en tête, hein, quand même, rassure-toi, on n'est pas à côté. Non, mais j'imagine que vous avez ça en tête. Juste sur cette question de l'employabilité. Le problème, en fait, de cette idée d'employabilité, c'est que ce qui se passe, c'est que face à ce qui est une situation de chômage de masse qui risque de s'accentuer encore, eh bien, on nous explique que c'est la responsabilité soit des étudiants ou des étudiantes qui n'auraient peut-être pas fait les bons choix, pas fait les bonnes études, pas suffisamment bien travaillé, ou encore que ce serait aux universités, aux établissements d'enseignement supérieur en général, de trouver des emplois, ou de faire en sorte que les étudiants et les étudiantes trouvent des emplois à la suite. Donc là, c'est quand même, je trouve, exonérer les entreprises de leur responsabilité. C'est-à-dire, c'est faire reposer sur des individus et sur des institutions publiques les défaillances du marché, les défaillances de l'économie capitaliste à fournir des emplois. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord, en fait, pour qu'on accepte les termes du débat qui consisteraient à dire que ce serait notre boulot, en fait, de rendre des étudiants et des étudiantes employables. Nos étudiants, nos étudiantes trouvent des emplois, et j'en suis particulièrement heureux, mais ils trouvent des emplois dans la mesure où il y a des emplois qui sont disponibles sur le marché du travail, pas dans la mesure où, moi, je leur ai donné clé en main un emploi. Enfin, en tout cas, c'est vain de penser que des formations généralistes peuvent en fait livrer clé en main des travailleurs et des travailleuses à des entreprises. On ne peut pas le faire, et effectivement, même si on ne veut pas le faire, d'ailleurs, on ne pourrait pas le faire. Ça me semble être illusoire. Oui, moi, ce que je voudrais rajouter, je pense que c'est un peu un faux débat qui nous est asséné. Et en réalité, ce qu'il faut voir derrière, c'est que avec cette pression sur former des étudiants, délivrer des diplômes qui, soi-disant, déboucheraient immédiatement sur un travail, en fait, ce qu'on voit se dessiner derrière, c'est aussi la compétition entre les universités et donc, à terme, la privatisation de l'enseignement supérieur. Et c'est, je pense, un des gros enjeux qui est derrière toutes les réformes. Et là-dessus, je voudrais rebondir sur ce que disait Yann initialement. Je pense que c'est très important. Je pense que toutes les mesures qui se sont succédées depuis des années dans l'université et la recherche, beaucoup de nos collègues, à chaque fois, ont vu ça comme des petits aménagements techniques. Oui, c'est pas grave, on s'arrangera, etc. Mais non, c'est pas vrai. En réalité, il y a une logique derrière, et il est très important d'avoir ça en tête. Et que cette logique, en plus,
Elle n'est pas cachée, elle n'est pas camouflée, elle a été explicitée, notamment dans ces traités internationaux au niveau européen. Donc, il y a une logique. Donc, maintenant, on a une loi de programmation et vous savez qu'elle va nous mener. On va essayer de passer plus précisément à cette étape-là. Et alors, je pense que ce qu'entendent nos collègues, c'est des milliards qui vont pleuvoir sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, je propose qu'on commence à discuter d'abord par cette question du budget. Et Josiane, excuse-nous, on ne t'oublie pas, donc tu prends la parole quand tu veux, si tu veux intervenir peut-être la première sur ce sujet. Je ne sais pas si je vais continuer avec vous, parce que franchement, je vous entends très mal, il n'y a que Yann que j'entends bien. Donc participer à un débat où on n'entend pas, c'est compliqué. J'avoue que je suis très frustrée là. Mais oui, j'entends bien la notion de la logique. C'est clair que ce gouvernement a décidé de mettre de l'argent, un petit peu d'argent, dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, et encore, ça n'engage à pas grand-chose parce que la programmation, elle est sur 10 ans. Mais effectivement, même dans cette logique où ils sont au gouvernement, enfin, ils ont la possibilité vraiment de mettre de l'argent, c'est sur les 2 années à venir. Après, ils hypothèquent sur des gouvernements suivants. Donc, franchement, c'est pas compliqué de dire qu'on va mettre de l'argent quand on n'est pas aux manettes. Donc, ça, c'est facile. Mais c'est clair que cet argent-là, ils ne le mettent que dans un cadre précis, c'est qu'il faut que la recherche contribue à une économie et à une économie libérale, et on ne met de l'argent que si derrière on peut récupérer des royalties, quoi. Donc ça, c'est de toute l'annexe du projet de loi, c'est ça de bout en bout, c'est qu'est-ce que ça va rapporter, Donc c'est vraiment très lisible et tout est écrit et c'est sans bavure. Il n'y a pas besoin de grandes explications. Il suffit de lire ce texte pour comprendre que c'est orienté et c'est dans une logique d'orienter et de récupérer l'argent mis vers l'économie libérale. Oui, alors pour revenir sur les aspects budgétaires donc, du projet de loi, comme ça a été dit, c'est une programmation sur 10 ans. La ministre a vendu son projet de loi en annonçant 25 milliards d'euros. Alors c'est un petit calcul un peu bizarre, c'est qu'elle cumule les accumulations annuelles en fait. Elle fait une intégration des augmentations. En fait, dans la réalité, dans 10 ans, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche aura augmenté si la projection est suivie, ce qui n'est même pas sûr, comme ça a été dit, aura augmenté de 5,1 milliards ou de 5 milliards, en gros. Alors, si on s'amuse à utiliser la même méthode de calcul que la ministre sur les cumuls, et qu'on regarde dans le projet de loi de finances de 2021, le cumul des cadeaux, l'effort cumulé pour faire des cadeaux aux entreprises sur les 4 ans, donc entre 2018 et 2021, au travers des exonérations, en fait, ça s'élève à 54,5 milliards en 4 ans. Nous, en 4 ans, l'effort de la LPR, pour nous, ça sera de 4,5 milliards. Donc on voit très bien où c'est que l'argent il est mis sur la table. On l'a vu avec le plan où des milliards ont été sortis pour sauver les entreprises, soi-disant, sans aucun contrôle, sans aucune injonction en termes de même environnemental. Donc on voit bien que derrière tout ça, il y a une idéologie qui est qu'il faut que on distille l'argent, mais on distille l'argent à des endroits donnés et pas à d'autres. Alors, en l'échange de ces, on va dire, 5 milliards de plus dans 10 ans, ce que prévoit la LPR, finalement, c'est de casser beaucoup de choses. Et notamment, il y a beaucoup d'éléments dans la loi qui concernent, on va dire, un volet ressources humaines, comme ils aiment dire, avec des propositions de nouveaux types de contrats. Alors, il y a un premier type
qui est ce qu'ils appellent les chaires juniors, chaires de professeurs juniors, qui est un contrat, en fait, l'objectif c'est de pouvoir embaucher des gens, identifier quelques personnes qu'on espère embaucher très rapidement au niveau, on va dire, cadre sup dans la recherche. Pour simplifier, les enseignants-chercheurs, il y a 2 corps d'enseignants-chercheurs, des maîtres de conférences et des professeurs d'université. Dans les établissements de recherche, il y a 2 types de corps, les chargés de recherche et les directeurs et directrices de recherche. Et donc l'objectif de ces chaires juniors, c'est d'identifier quelques personnes qu'on recrutera après un passage de 3 ans ou plus de contractuels, qu'on recrutera directement dans un corps soit de directeur, directrice de recherche, soit de professeur. Donc ça, c'est une voie un peu qui s'inspire de ce qui est fait dans d'autres pays, soi-disant. Alors forcément, il faut toujours copier ce que font les autres, c'est le maître mot. Et donc, ça s'inspire dans les autres pays, ça s'appelle des tenure track. Et donc, au bout de 3 ans, la personne, elle est soit titularisée, soit pas. Et entre-temps, voilà, elle aura eu des moyens en plus que par rapport à d'autres recrutés enseignants-chercheurs. Elle aura eu beaucoup plus, elle aura eu la possibilité de recruter des thésards directement. Enfin, voilà. Et si elle se plante, en fait, le problème, c'est que si elle se plante, elle dégage. C'est-à-dire que c'est soit vous réussissez et vous avez la voie royale, soit, comme dans le système américain, voilà, vous ne réussissez pas, voilà, vous dégagez. C'est pas gagné. Je crois que c'est ça qu'il faut. C'est ça la précarité, quoi. Je vous laisse continuer, excuse-moi. Ensuite, le deuxième type de contrat qui est introduit par la loi, et ça c'est le pire de tout, à notre sens, c'est ce qu'ils appellent un CDI de projet. Ce n'est pas un CDI en fait, parce qu'en fait c'est un contrat qui ne dépend que de la source de financement qu'on va avoir pour réaliser ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on démarre le projet, on embauche quelqu'un pour démarrer un projet, et s'il n'y a plus d'argent, eh ben on va dire soit le projet ne peut pas se réaliser, soit il est déjà fait, et on pourra interrompre le contrat sans avoir beaucoup de justification à donner. Et surtout, ce contrat, que la personne elle aura passé 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce contrat, il ne comptera pas du tout dans l'ancienneté qui est normalement prise en compte pour obliger à la CDIsation des contractuels. Donc ça veut dire que ça laisse la possibilité d'être sur des contrats qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. En gros, c'est la précarité à vie pour le personnel de la recherche. Et ça concerne tout type de personnel, de l'adjointe technique, des techniciens jusqu'aux ingénieurs et aux chercheurs, enseignants-chercheurs. Justement, une question là-dessus. La ministre disait que ça faisait sauter un verrou dans les problèmes qu'on avait justement actuellement, parce que les gens, tous ceux qu'on embauchait finalement sur des CDD, on pouvait les renouveler 2 fois. Enfin, on avait une limite d'âge à moins de 6 ans. Hein. Et donc là, un verrou est sauté, c'est-à-dire qu'avec ces contrats de mission, on pourra en effet garder sur CDD, bon, CDI, ça n'aura que le nom, hein, sur des périodes très très longues, et on n'aura plus besoin de donner des postes permanents. Donc moi, je pense que c'est là où c'est vraiment très inquiétant. Hein. Oui, si je peux revenir sur ce que disait Josiane. Josiane disait finalement, il faut que la recherche, ça rapporte. Et je suis assez d'accord, il faut que la recherche, ça rapporte. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle ça rapporte? Est-ce que c'est nécessairement de l'innovation et du transfert de brevets de la recherche publique vers l'industrie, ou est-ce que c'est
de l'expertise pour essayer d'aider les dirigeants, quoi qu'on pense des dirigeants, mais d'aider les dirigeants à prendre des décisions, comme on peut éventuellement le voir dans la crise actuelle? Ou est-ce que c'est aussi former les Français à l'esprit critique que Yann mentionnait tout à l'heure? Et un des grands échecs de cette loi, à mon avis, c'est justement de considérer la recherche comme étant uniquement une source d'innovation. Il y a extrêmement peu de choses sur les autres apports de la recherche et de l'enseignement supérieur à la société. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dommage. Ça aurait été une formidable occasion de repenser la place des sciences et des scientifiques dans la société. Et c'est quelque chose de raté. La deuxième chose qui était mentionnée, c'était il va y avoir 26 milliards qui vont être ajoutés sur 10 ans, en sachant que les lois de programmation ne sont pas gravées dans le marbre. Alors ça, c'est à rapprocher. Donc le budget du ministère, c'est de l'ordre de 25 milliards, je pense. Donc ça ne touche que la recherche du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça ne touche pas l'ensemble de la recherche du pays, de la recherche publique. Donc c'est quand même des sommes assez importantes. Alors, c'est beaucoup moins important que ce qui est nécessaire pour arriver à 1% du PIB. C'est beaucoup moins important que ce que l'Allemagne va investir. Mais là où c'est pour moi très problématique, c'est que plus de la moitié de ces 26 milliards ne sont absolument pas affectés. C'est-à-dire, on dit, il va y avoir 26 milliards, bon, très bien, c'est mieux qu'approximativement zéro sur les dernières 10 années. Ça, c'est l'argument de Madame Vidal. Mais beaucoup de ces milliards, on ne sait pas du tout à quoi ils vont servir. Il y a un programme pour les organismes de recherche. Il va bénéficier de 17 milliards. Sur ces 17 milliards, eh ben, il y en a 7, on sait que ça ira à l'ANR, je pense qu'on va parler de l'ANR. Et puis les 10 autres, ben, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui va être fait avec cet argent. Alors, dernière chose, les tenure track, donc c'est cher. Moi, je suis beaucoup moins choqué que, je pense, les autres personnes autour. Alors, peut-être en partie parce que je suis biologiste. Et en tant que biologiste, on a un système qui s'appelle les ATIP, qui existe depuis plus de 25 ans, dont j'ai bénéficié d'ailleurs, entre autres. Hein, c'est ce qui m'a permis de revenir en France. Et en gros, c'est un tenure track, mais sans tenure. C'est-à-dire qu'on va donner un salaire de 5 ans à un ou une jeune qui va monter une équipe de recherche en France, mais sans absolument aucune assurance qu'il va y avoir un poste. Donc ce genre de système existe déjà. Et ce qui est proposé, en fait, est mieux que les ATIP. Donc peut-être que mes propos vont susciter de la discussion, hein, très bien. Ou moins pire que les... Oui, mais sans ATIP, je ne serais pas revenu en France. Je le dis clairement. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est qu'on parle de 200 à 300 personnes par an. Donc on n'est pas en train de parler d'un changement radical de l'emploi. Je suis beaucoup plus inquiet pour ce qui est des CDI de mission ou de projet. Les tenure track, pour moi, c'est un point qui est parfaitement anecdotique dans cette loi. Moi, ce que je voudrais personnellement dire, c'est que moi aussi, j'ai bénéficié du ATIP, mais je pense que la comparaison, elle est quand même assez biaisée. La majorité des gens, alors ça a peut-être un peu changé ces dernières années, mais qui ont bénéficié d'une ATIP, ils avaient déjà un poste. Donc c'était plus l'ATIP, un marchepied pour pouvoir démarrer son équipe, enfin je pense assez largement quand même, que quelque chose de l'ordre de la tenure track. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Il y a toujours eu des expérimentations pour essayer d'introduire des coins dans le statut général des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Des coins, des petites failles qui font qu'à la fin, on dit, voilà, puisque ça existe déjà, autant généraliser. Et c'est toujours la même approche, je pense. Et j'imagine que Yann, tu veux peut-être dire quelque chose sur cette question des tenure track. Non, juste en fait dire que ça a existé déjà hein, quand la LRU est passée il y a 12 ans. En fait, il y avait contenu dans la LRU les chaires d'excellence.
Il y en a eu très peu des chaires d'excellence, mais il y en a eu une dans mon département. Et le retour qu'on a, c'est que ça a été catastrophique, en fait, pour la personne qui a eu cette chaire d'excellence. C'était une très bonne scientifique. Elle s'est retrouvée dans une situation où, privilégiée. Et ça casse, ce genre de dispositif, ça casse les collectifs, en réalité. C'est le seul résultat. Et aujourd'hui, elle est maître de conférence dans mon département. Elle se reconnaîtra, je la salue, on l'a réintégrée à la communauté, mais franchement, elle en a gardé un très mauvais souvenir. Excuse-moi, Marc voulait dire un mot. Oui, sur cette question donc, des chaires de professeurs juniors. En fait, on peut en dire deux choses. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est clairement une voie qui va être réservée probablement à ce qu'on pourrait considérer comme quasiment une minorité privilégiée, c'est-à-dire d'excellents et d'excellentes, ou de personnes jugées excellentes ou excellentes, à qui on va promettre un accès rapide à donc des positions relativement privilégiées au sein de l'institution. Mais après, ce passage par la précarité, qui vise, on le comprend bien, à aussi instiller des formes de docilité. Et là, ce qui est attaqué, c'est aussi le corps actuel des chargés de recherche, des maîtres de conférences et maîtresses de conférences, qui sont aussi les titulaires les plus remants parce que les moins installés dans l'institution. Donc il s'agit aussi de casser les résistances au sein de l'institution universitaire. Après, je vais juste revenir sur la question du financement. C'est-à-dire que sur la question du financement, il y a effectivement les sommes totales qui sont allouées, mais après, il y a les modalités d'allocation de ces sommes. Et l'effort principal, alors je sais que si on regarde la recherche dans son ensemble, il y a différents dispositifs de recherche, mais pour ce qui concerne, par exemple, la recherche telle qu'elle est faite dans les universités publiques, nous, ce qu'on regarde principalement, et ici, ce qui est proposé principalement, c'est une augmentation des financements, donc de l'Agence nationale de la recherche, donc des financements par projet. Donc ici, il y a non seulement la somme globale, mais il y a aussi les modalités. Et donc ce qui est renforcé, c'est les financements par projet. Et ensuite, il y a la question de cette recherche. Effectivement, c'est une vraie question, la question de la recherche de son utilité et de à qui elle profite. La question de savoir si la recherche elle doit profiter à la collectivité dans son ensemble, ou si, et c'est clairement l'orientation qui est donnée par ce projet, c'est est-ce qu'elle va bénéficier, est-ce qu'elle va être captée, est-ce que ses résultats vont être captés, est-ce que son entreprise générale va être captée par les intérêts, et les intérêts, on va dire, de certains groupes, de groupes industriels et de groupes capitalistes. Et lorsque, par exemple, quand on voit dans le rapport annexe qui a été évoqué précédemment, l'idée que la recherche deviendrait le bras armé de l'État. Alors, je ne sais pas si on est tendance un peu jacobine, on pourrait se dire, mais c'est super, hein, le bras armé de l'État. Sauf que c'est le bras armé de l'État pour venir se mettre au service tout un ensemble d'intérêts privés. Donc je pense qu'il y a non seulement effectivement les sommes globales d'ensemble, mais il y a aussi effectivement le type de financement qui est proposé. Josiane, tu veux dire un mot? Non, je crois que je ne vais pas pouvoir m'exprimer, je suis désolée, mais c'est complexe, j'arrive pas bien. Voilà. Je vous entends pas beaucoup, donc je ne sais pas si je peux continuer dans ces conditions. Tu peux peut-être essayer d'exprimer? Non. Bon, alors maintenant, c'est Patrick. Ouais, donc, pour revenir sur les tenure tracks. En fait, là encore, en biologie, alors je ne sais pas si la biologie est un bon exemple, hein, mais on n'a pas eu de problème du tout de mise à l'écart des gens qui avaient des atypes. Il n'y a pas eu du tout ce genre de phénomène. Mais par contre, les tenure tracks ont un problème que je vois qui est important et qui, je pense, existe dans tous les pays. C'est que ils arrivent à un âge où, pour les jeunes femmes, ça correspond à l'âge des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'inquiète, parce qu'en gros, c'est mettre de la pression sur les jeunes femmes, juste à un moment où c'est le moment où un certain nombre d'entre elles vont vouloir fonder une famille. Et donc, c'est important d'avoir des indicateurs, de considérer que c'est vraiment quelque chose qui est expérimental et pas plus. Et d'avoir des indicateurs, notamment en termes de recrutement, de savoir est-ce que c'est principalement des hommes, principalement des femmes qui vont être recrutées, est-ce que ça va être des Français, est-ce que ça va être des étrangers, est-ce qu'il va aussi y avoir des minorités ou pas, les origines sociales et ainsi de suite. Et ça, c'est une autre chose qui manque totalement dans cette loi, c'est des indicateurs qui disent est-ce que ce qui est proposé marche ou ne marche pas. Alors il y a 6 indicateurs dans l'étude d'impact qui est médiocre pour être gentil, et ces indicateurs sont complètement en décalage par rapport à la réalité et par rapport à ce qu'on attendrait d'une loi qui a du succès.
Pour revenir au niveau des jeunes femmes, justement, et du problème de teneur TWAC, je veux dire, la type Avenir, pour l'instant, on a les données, c'est 25% de femmes seulement qui l'ont. Donc, on a déjà quelques données. Dans une science où il y a énormément de femmes. Dans une science, où, exactement. Ouais, tout à fait. Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit sur le côté on ne tire pas le bilan des choses qui existent. C'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. Il y a eu quand même une grande réforme de la recherche. C'est quand ils ont mis en place l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche. Donc c'était une loi qui s'appelait le Pacte de la recherche à l'époque. Et cette loi a aussi mis en place ce qui s'appelait à l'époque l'AERS, qui était l'Agence d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça a été une loi très importante, parce que c'est pour la recherche la loi qui a commencé à ouvrir la brèche qu'on est en train de, enfin que la LPR souhaite ouvrir encore plus largement. Jamais il a été tiré de bilan de la mise en place de l'ANR. Le seul bilan qu'on peut voir et qui saute aux yeux, c'est quand on regarde les bilans sociaux, c'est qu'à partir du moment où l'ANR a été mise en place, on a vu exploser le nombre de contractuels dans nos établissements pour faire de la recherche. Oui, parce que du coup, on fait de la recherche par projet, et sur ces projets, on embauche des jeunes ou des moins jeunes en contrat. Donc, quand le projet de loi de programmation de Madame Vidal, il met tout l'argent pour la recherche sur l'ANR, il finalement amène la consécration nécessaire à la casse du statut et au développement de la précarité. C'est totalement cohérent avec la création des CDI de chantier ou de projet, ou de mission, parce que le contrat de